Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière des caisses Desjardins de la Basse-Lièvre et du Cœur des Vallées, qui se distinguent par leur nature coopérative et leur implication au sein de la communauté. Jeudi 7 mars 2013. À Infomag ce soir, trafic de drogue, 2 hommes de Masson-Angers arrêtés. Le camp complètement pro pour les élèves de 6e année. Alexandre Iraca réagit aux modifications sur l'assistante sociale. Et les Mustangs sont en vacances. Bonsoir, mesdames, messieurs. Voici maintenant Infomag, votre magazine d'information locale. Eh bien, c'est demain, 8 mars, qu'un peu partout sur la planète va être célébrée la Journée internationale de la femme. On peut rappeler que c'est au début du 20e siècle que l'idée d'une Journée de la femme est née. C'est le 19 mars 1911 qu'a eu lieu la première Journée de la femme dans certains pays européens. L'année 1975 a été déclarée l'année de la femme et 2 ans plus tard, soit en 1977, l'ONU déclarait le 8 mars la Journée internationale des femmes. Une journée maintenant célébrée dans plusieurs pays. Chaque année, des activités sont organisées pour évaluer les progrès réalisés vers l'égalité entre les deux sexes. Au Canada, en 2013, on veut engager les hommes dans l'élimination de la violence faite aux femmes. Donc, au nom de toute l'équipe de TVC Basse-Lièvre, bonne journée de la femme à toutes nos téléspectatrices. On parle maintenant du festival Buckingham en fête. Comme on le sait, l'édition 2013 est menacée étant donné que les livres comptables de la dernière année n'ont pas encore été fermés. Eh bien, TVC Basse-Lièvre a appris qu'une rencontre d'urgence entre le conseil d'administration du festival et le Carrefour culturel Estacade avait eu lieu mardi dernier. Selon ce qu'on a appris, la réunion avait eu lieu à la demande du Carrefour culturel qui voulait représenter son plan d'affaires pour tenter de sauver l'édition 2013. Dans un premier temps, le Carrefour culturel veut s'assurer de ne pas être responsable du déficit des dernières années. Par ailleurs, le directeur général du Carrefour culturel a été clair. La réunion de lundi prochain n'a pas pour but de prendre une décision quant à la tenue de l'édition 2013, comme semblent l'indiquer certains médias, mais plutôt de décider si la corporation du festival et le Carrefour culturel vont unir leurs forces. Pour ce faire, les états financiers vont devoir être déposés et le plan d'affaires présenté par le Carrefour culturel va devoir être accepté. Évidemment, c'est un dossier qu'on va suivre de très près. Sébastien Mongeon, 29 ans, et Martin Schreier, 42 ans, tous deux résidents du secteur Masson-Angers, ont formellement été accusés de plusieurs chefs de trafic de stupéfiants et de possession de stupéfiants hier par le service de police de Gatineau. C'est suite à une enquête de plusieurs mois que la police a procédé à l'arrestation de ces 2 individus, ainsi qu'à celle de 2 femmes âgées de 18 et 36 ans. Les 2 hommes ont comparu ce matin au palais de justice de Gatineau. Quant aux femmes, elles ont été accusées de possession simple de drogue et ont été libérées par voie de sommation. La valeur de la marchandise saisie s'élève à près de 12 000 $ sur le marché noir. De l'argent comptant et 2 véhicules automobiles ont également été saisis. L'agent Jean-Paul Lemay du service de police de la ville de Gatineau. Oui, mercredi le 6 mars vers 12h30, le service de police de la ville de Gatineau, suite à une enquête de 4 mois, a perquisitionné à 2 endroits, donc le 59 chemin du Quai et le 135 impasse Lorraine. 4 personnes ont été arrêtées, 2 hommes et 2 femmes. Les 2 hommes âgés de 29 et 42 ans vont comparaître au palais de justice aujourd'hui sous des accusations relatives au trafic de drogue. Les drogues impliquées sont du crack et de la cocaïne. Le député de Papineau à l'Assemblée nationale, Alexandre Iraca, soutient que le Parti québécois fait une grave erreur en imposant des coupures au régime d'aide sociale. M. Iraca, qui est également porte-parole de l'opposition officielle en matière de jeunesse, de loisirs et de sport, déplore que les coupures annoncées vont affecter majoritairement les plus faibles de la société.
Il rappelle que ces coupures sont injustifiées étant donné que les statistiques montrent clairement un recul sur les demandes d'aide sociale. Selon lui, ces coupures vont à l'encontre de la mentalité du Parti québécois. Nous l'avons rejoint un peu plus tôt cet avant-midi au téléphone. Ce n'est pas la marque de commerce du Parti québécois. Alors, tout le monde est étonné. Ils ont fait les choux gras en campagne électorale en disant, nous, on va aider les pauvres, on va imposer les riches. Ils font complètement l'inverse, là. Alors, ce qu'ils disent aux gens les plus démunis, là, pour toutes les promesses, pour qu'on puisse équilibrer le budget parce qu'on a promis des choses ailleurs, ben, on va taper sur les gens qui, on pense qu'ils se défendront pas, ça va être facile, on va aller chercher de l'argent là, c'est de l'argent facile. Je trouve ça lâche un petit peu comme mesure et annonce. Elle marchait dans la rue et elle essayait d'aller avoir des rencontres là, avec le gouvernement du Canada pour critiquer la mesure sur l'assurance-emploi. Maintenant, pour des gens qui sont en chômage et qui doivent aller travailler plus de 50 km, donc à 100 km. Et là, moi, je pense que ce qu'elle vient de faire là est aussi pire, sinon pire. Parce que là, elle s'attaque à des gens qui n'ont pas du tout d'emploi. De son côté, le député fédéral Mathieu Ravignan continue de s'indigner sur les modifications apportées par le gouvernement Harper sur l'assurance-emploi. Il rappelle que la réforme telle que proposée par le gouvernement conservateur pourrait avoir des conséquences désastreuses dans le comté de Pontiac, dont l'économie repose en grande partie sur le travail saisonnier. Eh bien, le député néo-démocrate organise des rencontres avec les citoyens du comté pour discuter du sujet. Lors de ces rencontres, des organismes en employabilité vont être présents pour expliquer les services qu'ils offrent. Dans le secteur Buckingham, la réunion va avoir lieu mardi prochain dès 18h au 127 rue Joseph dans notre secteur. Je vous souligne que messieurs Iraka et Ravignan vont être mes invités la semaine prochaine dans le cadre de l'émission Parole à l'élu. Une quarantaine d'élèves de 6e année des écoles primaires de la commission scolaire au Cœur des Vallées ont profité de la semaine de relâche pour retourner sur les bancs d'école. En fait, ces élèves ont participé au camp Complètement Pro qui a pour objectif de faire découvrir les différents métiers offerts par le Centre de formation professionnelle Relais de la Lièvre Seigneurie. Durant 2 jours, ils ont eu l'occasion de s'initier au programme de cuisine, d'ébénisterie, de services de restauration et de mécanique industrielle. Des enseignants ont aidé les jeunes à manipuler les équipements pour réaliser différents projets. En ébénisterie, par exemple, ils ont eu l'occasion de construire des cabanes à mouches noires qui peuvent loger jusqu'à 2 familles de mouches. C'est la 3e année que le camp a lieu et ce sont les directions des écoles primaires qui choisissent les élèves qui vont y participer. Malgré qu'il s'agisse d'une semaine de relâche, les professeurs n'hésitent pas à participer à l'événement, comme nous l'explique la directrice adjointe Annie Larocque. Les enseignants, c'est nos enseignants qui enseignent ici au Centre de formation professionnelle. Donc, ce sont des enseignants qui, en principe, auraient dû être en congé, en semaine de relâche, mais qui tiennent tellement le projet à cœur, qui aiment tellement le projet qu'ils reviennent d'année en année. Donc, moi, au début de l'année, je les sollicite, je leur demande s'ils sont intéressés. C'est un oui, là, tout de go. Donc, on y va avec ces enseignants-là. Et ces enseignants-là choisissent dans leur classe 3 élèves qui vont les accompagner, donc 3 élèves qui sont en formation en ce moment, qui eux aussi devraient être en semaine de relâche, mais qui décident de venir donner un coup de main pour faire partager leur passion du métier à ces jeunes du primaire-là. La police de Gatineau tient à sensibiliser la population au sujet d'une forme d'extorsion de plus en plus fréquente à Gatineau et qui vise plus particulièrement les hommes qui fréquentent les réseaux et les sites de rencontres. Au cours des dernières semaines, le service de police a reçu de nombreuses plaintes de ce genre. Les enquêtes présentent de nombreux défis, étant donné que les personnes qui se prêtent à l'extorsion vivent habituellement sur un autre continent. Les explications de l'agent Jean-Paul Lemay du service de police de Gatineau. Nous avons reçu plusieurs plaintes d'hommes qui ont été victimes d'extorsion. Ce qui arrive, c'est qu'ils font la rencontre d'une femme via web caméra. Il y a une discussion qui s'ensuit. Et dans la progression des échanges, la femme demande à l'homme de se déshabiller. Puis là, il y a progression dans les échanges. Et une fois qu'on
on croit que l'homme s'est compromis sexuellement, c'est là que le chantage débute. Alors, on menace les victimes que s'ils ne donnent pas une certaine somme d'argent, ils vont exposer les images sur le web. Le mot d'ordre, c'est lorsqu'on fait affaire avec des inconnus sur Internet, il faut toujours être prudent, ça demeure des inconnus et on peut avoir le confort de l'intimité de notre demeure, mais il faut quand même savoir que lorsqu'on utilise l'Internet, c'est comme si nos actes étaient faits au grand public. Le 3 mars dernier, le ministre de la Justice, Bernard Saint-Arnaud, lançait une campagne contre l'homophobie. La campagne comprend entre autres 2 publicités dans lesquelles on peut voir 2 hommes et 2 femmes s'embrasser. Eh bien, la campagne a engendré toute une vague de commentaires homophobes sur Internet et dans les réseaux sociaux. Pour nous en parler, j'ai rencontré Éric Bisson de Jeunesse Idem un peu plus tôt cet avant-midi dans nos studios. Éric Bisson, d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous travaillez chez Jeunesse, ou pour le programme Jeunesse Idem. On sait que le 3 mars dernier, le ministre Bernard Saint-Arnaud a présenté une nouvelle campagne pour lutter contre l'homophobie. J'imagine que chez Jeunesse Idem, on a applaudi à cette campagne-là. Ah, définitivement, puis on l'attendait avec grande impatience, puisque dans le programme étalé sur 5 ans, en lien avec la politique nationale de lutte à l'homophobie, c'était déjà préétabli qu'il y aurait 2 campagnes nationales qui se feraient à l'intérieur des 5 ans. Donc, c'est quand même des grosses parties du budget qui allouait pour le 5 ans. Par contre, je pense que ça va vraiment être dans le salon de monsieur, madame, tout le monde, et ça va vraiment faire une sensibilisation. Donc, évidemment que nous, on est bien contents de voir ça arriver. On parle, entre autres, de 2 pubs télé où on voit, 2 femmes, on voit 2 hommes s'embrasser. Ça a suscité des réactions sur les réseaux sociaux tout à fait surprenantes. On se dit en 2013, est-ce qu'il y a encore autant d'homophobie qui existe? Bien, je pense que quand on parle d'homophobie, on parle de phobie, on parle de peur. Peur de ce qu'on ne connaît pas, peur de ce qu'on n'est pas habitué. C'est la même chose pour les cultures aussi. Par exemple, de goûter à quelque chose qu'on n'a jamais goûté, des épices, des choses comme ça. C'est toujours un peu surprenant. Donc, c'est sûr que ça peut choquer. Par contre, plus on va en voir, plus on va être habitué. De plus en plus, dans certains téléromans, dans des émissions télé, on commence tranquillement à voir des modèles de personnes d'orientation sexuelle différente, homosexuelles ou bisexuelles. Et je pense qu'on n'est comme pas encore habitué à voir ça. Mais plus ça va aller, plus les gens vont être habitués. Et je pense que ça va être un modèle positif pour plein de gens qui, justement, n'oseront pas dire « je suis d'orientation sexuelle différente ». Et je sais que vous n'aimez pas le mot « avouer son homosexualité ». Vous préférez d'autres mots pour des raisons qui sont tout à fait légitimes, je pense. Bien, parce que souvent, on dit « ouais, mais il m'a avoué son homosexualité ». On avoue un crime, on avoue un mauvais coup. Déjà que c'est assez difficile et que ça demande tellement de courage à ces personnes-là de pouvoir enfin s'asseoir avec quelqu'un, surtout les proches, et leur dire « je suis d'une orientation sexuelle différente ». C'est déjà difficile, mais pourtant, à quand remonte la dernière fois que quelqu'un vous a dit « je veux t'avouer quelque chose, je suis hétérosexuel ». À quand on a pris le temps de dire « excuse-moi, j'ai quelque chose à te dire, j'espère que tu vas encore m'aimer, j'espère que tu vas encore être mon ami, j'ai quelque chose à dire, je suis hétérosexuel ». Donc déjà, le mot « avouer » met une pesanteur. Déjà que les gens, les jeunes et les moins jeunes, qui ont à faire un dévoilement de leur orientation sexuelle, qu'on appelle souvent le coming out, ben, c'est déjà beaucoup qui portent sur leurs épaules de dire qu'ils avouent quelque chose. Je trouve que c'est trop difficile. Par contre, de dévoiler quelque chose, un volet de sa personnalité, de qui ils sont, je pense que c'est plus à propos. Avec Jeunesse Idem, évidemment, vous êtes beaucoup avec les jeunes, vous vous présentez dans les écoles. Est-ce qu'en 2013, ça devient de plus en plus facile de se dévoiler, Éric Bisson? Je pense que grâce à certains médias sociaux, justement, ça favorise ça. Chez les jeunes, de plus en plus, ils utilisent différents médias sociaux, que ce soit juste le chat, que ce soit Facebook ou peu importe. C'est sûr que ça a un impact et par la suite, souvent, ils connaissent des ressources, donc ils viennent à Jeunesse Idem, par exemple. Donc, pour nous, c'est beaucoup.
Par contre, dans le milieu social, un peu comme la politique nationale le dit, de l'égalité juridique à l'égalité sociale, je pense qu'on a encore beaucoup à faire sur l'aspect social. Et on a beau dire, ils ont juste à s'accepter, ça va bien aller. Mais pour s'accepter, il faut avoir des messages positifs de notre société et non d'avoir des commentaires négatifs quand on parle de l'orientation sexuelle, homosexuelle ou bisexuelle. On sait qu'on est évidemment une société au Canada qui est très ouverte, le mariage gay qui est accepté. Oui. On sait que c'est même en France, qui est une société normalement qui devrait être très évoluée, qui n'accepte pas encore ou qui est à la veille, si on veut, d'accepter le mariage gay. Mais dans les faits, dans la vie de tous les jours, j'imagine que ça se passe complètement différemment. Bien, c'est sûr que les gens peuvent être un peu confrontés par rapport à un système de valeurs soudainement. Déjà qu'avec la notion traditionnelle du mariage, on sait que le mariage, peu importe l'orientation sexuelle, est un peu en déclin. Les gens ont tendance à rester en conjoint de fait ou des choses comme ça. Mais de pouvoir avoir les mêmes privilèges, on parle souvent de privilèges hétérosexuels, comme on peut avoir des privilèges d'hommes blancs. Donc, c'est de dire, tout le monde peut avoir les mêmes droits et non que ça devienne des privilèges. De pouvoir avoir, par exemple, avoir recours aux mêmes services légaux quand vient un divorce, quand vient un décès, hein, par exemple. Donc, de savoir que le conjoint, la conjointe, qu'il soit du même sexe ou non, ait les mêmes droits quand surgit là, quelque chose comme un accident, par exemple. Et on parle beaucoup, dans la campagne contre l'homophobie, on parle beaucoup, là, si on veut, des gens qui arrivent, des nouveaux arrivants au Canada, Oui. qui arrivent dans une société où, évidemment, qui est très ouverte, comme on le disait tantôt, qui arrive souvent d'une société qui n'est pas du tout ouverte. Il y a même des endroits sur la planète où c'est criminel encore d'avoir une orientation sexuelle différente. Comment on peut intégrer ces gens-là, les faire adhérer à notre société? Bien, je pense que dans le plan d'action justement du ministère de la Justice en lien avec la lutte à l'homophobie, il y a déjà des pistes d'action qui ont déjà commencé à être entamées par rapport à l'arrivée des nouveaux, des personnes immigrantes, donc des nouveaux arrivés, pour les sensibiliser à nos réalités. C'est sûr qu'on ne change pas ça du jour au lendemain. On a de la difficulté à changer la mentalité de notre propre société, dite relativement ouverte. Donc, on s'attend à ce que ça prenne un certain temps avant que ça se fasse. Il ne faut pas oublier non plus qu'on a quand même beaucoup d'immigrants et d'immigrantes qui arrivent ici et qui sont ici, par exemple, comme réfugiés parce que dans leur pays, ils sont menacés d'emprisonnement ou même de peine de mort en lien avec leur orientation sexuelle. Donc, le fait d'aimer quelqu'un du même sexe que toi te rend passible d'années de prison ou la peine de mort. Donc, c'est pour ça qu'en venant ici, ils se sentent comme en terre assez sécuritaire. Voilà. Ben, écoutez, la société évolue. On va souhaiter que les mentalités, elles aussi, continuent d'évoluer. Merci beaucoup, Éric. Ça fait plaisir. Alors bonjour, aujourd'hui je me trouve dans le magasin d'entraide familiale de l'Outaouais pour rencontrer Mme Tremblay afin de discuter d'un projet qui sont mandataires, c'est-à-dire de remplacer son vieux frigo. Bonjour Mme Tremblay. Bonjour Émilie. Alors remplacer son vieux frigo, c'est un projet qui est en partenariat avec Hydro-Québec. En fait, c'est un projet d'Hydro-Québec et pour lequel nous sommes mandataires pour la région de l'Outaouais. Alors, le nom au complet, c'est remplacer son vieux frigo pour 75 à 120 $, qui permet à des ménages à faible revenu d'échanger un vieux frigo datant d'avant 1996 pour un frigo neuf pour un montant de 75, 90 ou 120 $, dépendamment de la grosseur du frigo qui est choisi. Donc, c'est un moyen pour économiser de l'énergie parce qu'on sait que les nouveaux frigos sont plus efficaces. Évidemment, pour Hydro-Québec, c'est beaucoup un moyen d'économiser de l'énergie. Et quant à nous, c'est aussi un moyen pour permettre aux ménages à faible revenu qui ont souvent des problèmes de frigo d'avoir accès à un nouveau frigo à un coût moindre. Et comment ça fonctionne pour les gens qui seraient intéressés à appliquer pour le programme? Alors, la première étape, il s'agit d'un numéro de téléphone qui est le 1-877-222-0809. Alors, les gens téléphonent, disent qu'ils sont intéressés de participer au programme. Et là, un certain nombre de questions vont leur être posées sur leurs revenus. Est-ce qu'ils ont, c'est eux qui paient leur facture d'électricité, le type de frigo qu'ils ont présentement. Donc, je dirais que la première inscription se fait au téléphone. Les gens doivent d'abord appeler.
Par la suite, pour la région de l'Outaouais, nous, on reçoit un courriel qui nous dit Madame X ou Monsieur Y est maintenant inscrit au programme. Et nous, on prend rendez-vous avec la personne. Et la personne vient nous rencontrer pour signer le contrat. Et au moment de la signature du contrat, elle doit apporter avec elle preuve de revenus qu'on doit vérifier, facture d'électricité, parce que pour être admissible, il faut que les gens soient responsables de payer la facture d'électricité. Donc, et on confirme avec les gens le type de frigo qu'ils veulent avoir, la grandeur du frigo. Alors, c'est la signature de contrat et les gens doivent apporter un mandat poste pour payer leur nouveau frigo. Tout ceci est envoyé à Montréal, à la firme Marcon, qui est responsable de gérer le projet. Et dans les semaines qui suivent, la personne va avoir un appel de Sears. C'est Sears qui est responsable de la livraison des frigos pour aller livrer leur nouveau frigo et rapporter le vieux frigo qui, lui, sera détruit et envoyé au recyclage. Donc, vraiment, on prend en charge tout le processus. Oui, tout le processus est pris en charge par différents intervenants à différentes étapes. Alors, nous, donc, comme on est une étape intermédiaire, je dirais, dans le processus, mais essentielle, c'est ici que se fait la signature des contrats. Puis, le projet vient assez récemment de débuter. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Bien, ça va assez bien. Le projet a commencé en février. Alors, au début février, donc au début, il y avait peu de promotion, peu de publicité. Mais là, ça va un peu mieux, mais il pourrait y avoir plus de volume encore. Dans les hebdos locaux, Hydro-Québec a fait une page complète d'informations. Nous, on a des dépliants qu'on peut distribuer, remettre à la population. On donne de l'information sur notre site Web, sur Facebook et j'invite les gens qui nous écoutent. Tout le monde connaît quelqu'un qui pourra en avoir besoin. Alors, le bouche à oreille va jouer un rôle important dans le fait de faire connaître ce programme. C'est un programme qui s'échelonne sur 2 ans. Alors, ça peut paraître long, mais en même temps, le temps est vite passé. Oui. Bien, merci beaucoup, Mme Tremblay. Alors, à la maison, n'hésitez pas à parler du projet et de faire connaître Entraide familiale de l'Outaouais. C'était Émilie Charon-Pilote en compagnie de Diane Tremblay pour la chronique communautaire. Et on parle maintenant sport avec François Croteau. François, la semaine dernière, à la même heure, on attendait de voir ce qui se passerait avec les Mustangs, les vacances. Oui, malheureusement, on sait que c'était le vendredi dernier, c'était le 7e match là, de la série. Et puis, on s'est incliné là, par le pointage de 3-1, dernier but dans le filet désert. Écoutez, ça a été quand même une série là, chaudement disputée. Tous les matchs étaient extrêmement serrés. Je pense que quand même, il faut regarder, être fier de la performance des Mustangs. On tirait de l'arrière là, par 3-0. Et la série a nécessité quand même la tenue d'un 7e match. C'est sûr qu'on aurait aimé aller plus loin compte tenu des performances de l'équipe l'an dernier. Mais c'est les éliminatoires, c'est ça. Alors, ça prenait un gagnant et ça a été Clarence. Le 7e match, pour ceux qui ne l'ont pas vu, les Mustangs, on a quand même eu nos chances en première. On n'a pas été capable de capitaliser. Puis Clarence, eux, en ont profité en deuxième période. Alors, ça a été une excellente série. Puis, j'en profite aussi pour saluer là, certains joueurs qui nous quittent cette année, notamment le gardien de but Jean-Pierre Charbonneau, là, qui a terminé son stage, capitaine Maxime Ménard et Guillaume Tardif-Richard, qui, eux, ne seront pas de retour l'an prochain à cause de l'âge. Ce sont des joueurs de 21 ans. On les remercie d'avoir évolué avec nous autres, puis on les salue. Belle carrière. Voilà, c'était votre première année en tant que directeur général. Deuxième année, oui, effectivement. Ouais. Est-ce qu'on est de retour l'an prochain? Non, j'ai averti justement l'organisation que je ne revenais pas comme directeur général. Il y a des petites choses là, dans la famille là, que je dois m'occuper, donc je ne veux pas m'investir à 100%. Je vais rester quand même dans l'entourage des Mustangs. Je suis sûr qu'il va y avoir des petits dossiers là, réglés, puis quand même chapeauter là, la personne, guider la personne là, qui va me remplacer. Fait qu'il n'y a pas de problème là. Il n'y a pas de chicane, c'est simplement une décision personnelle. Voilà. Merci beaucoup pour le temps que vous avez consacré aux Mustangs. On parle maintenant du tournoi de Buckingham, le tournoi national. Première fin de semaine, en fait, la première semaine qui s'est bien déroulée et ça se continue cette semaine encore. Effectivement. C'était la présentation là, des classes
classe B la semaine dernière avec le Midget 2A. Et ça a donné lieu là, à quand même du bon hockey durant toute la semaine et notamment de très bonnes finales. Je vais y aller rapidement, mais si on regarde dans la tombée, les Titans de Gatineau l'ont emporté sur les Coyotes de la Colline, et ça en prolongation par le pointage de 2-1, match extrêmement serré. Dans le PWC, les Patriotes de Gatineau ont remporté la palme. Puis B, encore un match extrêmement serré entre les Titans et les Patriotes de Gatineau, les Titans l'ont emporté 2-1 également. Dans le Bantam B, dans le Midget B, c'est Mont-Laurier qui s'est illustré. On sait que Mont-Laurier, à chaque année, délègue des équipes ici. Dans le Bantam B, c'est le Home Hardware qui a triomphé des Cougars de Gatineau par la marque de 4-1. Dans le Midget B, les Draveurs de Mont-Laurier l'ont emporté sur les Draveurs de Gatineau par le pointage de 6-2. Midget 2A, c'est le West Island qui l'a emporté 1-0 en finale contre les Hurricanes du versant ouest. Notez que les voisins de Papineau se sont inclinés en demi-finale contre West Island, justement. Mais ça se poursuit cette semaine. Oui, là, c'est les catégories A et le Midget 2C. Alors, sous le même principe que la semaine dernière, là, samedi et dimanche, ce sont les demi-finales et les finales. Alors, du très bon hockey encore en fin de semaine au centre sportif. Voilà, alors rendez-vous à tout le monde. Actuellement, on est en pleine finale des Jeux du Québec et l'Outaouais se démarque, va très bien pour la première partie des Jeux. Effectivement, c'était le premier bloc et déjà, on a atteint l'objectif de médaille que Guy Arcan, le délégué ou le chef de mission, si vous voulez, de l'Outaouais s'était fixé. On est rendu, ce matin, on était à 40 médailles au début du deuxième bloc. Et écoutez, c'est une excellente performance. J'en profite pour souligner certains athlètes qui se sont mis en valeur, notamment Talia Bolduc dans les Olympiques spéciaux, qui a gagné l'or en patin artistique. On sait qu'elle est atteinte de trisomie 21, mais ce qui est fantastique, c'est qu'elle était à sa première participation, elle a raflé l'or, et ça a l'air qu'elle était resplendissante. Alors, c'est quand même une belle histoire. Des performances électrisantes au niveau de la gymnastique, 6 médailles chacun pour Samuel Godet, Pellerin et Élie Sirois. Alors, 6 médailles, 12 à eux deux. C'est bon, ça, dans l'objectif du 35. Félix Lafortune, 2 médailles d'or en plongeon, mais ce qui est intéressant, il a aussi établi un record de points pour les Jeux du Québec. Et je souhaite bonne chance à l'équipe de curling, l'équipe masculine de l'Outaouais qui est dirigée par Agnès Charrette. C'est Brendan Charrette, Danny Pillon, François Larose, Gabriel Blanchette et Jérémy Langevin qui, eux, vont entrer en action d'ici la fin de semaine. Voilà, alors on va les suivre évidemment de près. On reste dans le monde du curling, c'est actuellement le brailleur qui se déroule. Oui, on sait que le représentant justement du Québec, c'est le Almurois Jean-Michel Ménard. Il présente une fiche aujourd'hui de 6 victoires, 2 défaites. Il a encore des chances de se qualifier, mais il ne pourra pas perdre ou laisser échapper beaucoup de parties parce qu'il y a quand même en avant de lui, avant les matchs d'aujourd'hui, 2 équipes, 7-0 et 7 victoires, 1 défaite. Ce sont les équipes de Howard et de Gouchou. Et Jean-Michel Ménard doit jouer contre ces équipes-là. Donc, il a quand même son sort entre ses mains, mais la marge de manœuvre n'est pas tellement grande. Voilà, on lui souhaite bonne chance. Effectivement, on va le suivre également de près. Écoutez, la prochaine manchette, ça m'a fait un peu sourire quand je l'ai vu dans les journaux et ça concerne évidemment un des athlètes d'ici, Gaëtan Hart, qui songe ou qui va remonter dans le ring. Oui, il remonte à l'âge de 59 ans. Oui, c'est sûr qu'on peut se demander ce qu'il va faire là. Mais écoutez, moi, c'est pas moi en tout cas qui va aller lui dire t'as pas d'affaire là. Écoutez, c'est pas un combat de boxe, il faut bien comprendre. On appelle ça du sparring, c'est comme de l'entraînement. Ils vont avoir des casques et lui, il veut boxer contre, d'ailleurs c'est arrangé, c'est contre Dino Clavet. On l'a connu. Ça va être un 4 à 6 rounds. Ça se déroule le 6 avril au centre Père Arthur Gartin dans le cadre d'une autre carte de boxe. Alors, on lui souhaite bonne chance. Voilà. En terminant, football, on n'a pas de terrain disponible à Masson-Angers. Oui, c'est un peu avec surprise que Michel Leroy a appris cela. Du côté, on sait qu'il voulait avoir des formations taille et moustique dans les 3 secteurs de l'est de la ville, l'Ange Gardien, Buckingham et Masson. Il semblerait que dans le moment, c'est une réglementation au niveau de l'utilisation des permis qui limite l'usage. Sauf que le conseiller Montreuil a dit, écoutez, on va regarder, on va demander une dérogation.
Moi, je pense que... On va peut-être l'obtenir. Ouais. Merci beaucoup, François. Évidemment, on se revoit jeudi prochain. Je vous rappelle que c'est dans la nuit de samedi à dimanche qu'on avance l'heure. Donc, oui, on perd 1 heure de sommeil, mais on gagne 1 heure de soleil à la fin de la journée. Mon nom est Michel Pilote, au nom de toute l'équipe. Bonne fin de soirée sur nos ondes. On se revoit mardi prochain.